Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire webinaire de rentrée pardon, pour cette année 2022 et consacré au marketing. Je me présente, je m'appelle Benjamin, je suis consultant RGPD au sein de Wittic. Stéphane, je te laisse te présenter, je t'en prie. Merci. Et du coup, déjà merci à toute l'équipe Wittic de m'avoir invité sur ce webinaire avec lequel on a préparé cet événement ensemble. Donc je me présente rapidement. Donc moi je suis Stéphane, je suis Growth Marketing Manager chez Markentive. Markentive, en quelques mots, c'est une agence, à la fois un cabinet de conseil, une agence et un intégrateur qui va travailler avec vous globalement au développement de la performance et de votre croissance, avec une petite spécificité puisqu'on est aujourd'hui partenaire HubSpot Elite, donc numéro 1 en France et dans le top 10 mondial sur l'intégration et la mise en place de cette solution. Et vaste sujet qu'on va aborder aujourd'hui autour du marketing. Alors déjà, on avait une similarité dans l'approche et dans l'activité entre Marketive et Wittic. Et puis finalement, Wittic, maintenant, pour certains d'entre vous, vous connaissez bien, cabinet de conseil spécialisé en protection des données, et puis aussi éditeur du logiciel de conformité Wittic, qu'on aura l'occasion de revoir un petit peu plus tard dans le cadre de cette présentation. Le but aujourd'hui, c'est d'essayer d'adopter une stratégie marketing efficace tout en respectant le RGPD. C'est souvent un petit peu notre leitmotiv, transformer le RGPD alors tous les mots sont possibles, en avantage concurrentiel, en opportunité commerciale, peu importe, en tout cas d'en faire un atout dans sa politique. Et aujourd'hui, le RGPD, c'est des bonnes pratiques, c'est aussi un cadre réglementaire, mais l'idéal, c'est de le transformer en bonnes pratiques au sein de ces politiques. Et c'est le but aujourd'hui de ce webinaire. On va effectivement, dans un premier temps, se consacrer, disons, à l'inbound marketing et vraiment à aborder la question de la stratégie autour de cela. Et puis, on va avoir, disons, un petit mode-up sur la façon dont on peut déployer ça de manière intelligente tout en respectant le RGPD. On aura l'occasion de revenir à chaque point là-dessus. Le but, c'est de faire un échange ensemble, pouvoir aussi répondre à vos questions en fin de séance, n'hésitez surtout pas. On a aussi bientôt une communication autour des enjeux marketing qu'on vous publiera sur Wittic, qu'on aura l'occasion de vous présenter. Mais sans plus attendre, commençons. Et Stéphane, je te laisse peut-être présenter ton petit mode-up. Ça marche. Alors déjà, juste pour bien redéfinir effectivement ce qu'est l'inbound marketing. L'inbound marketing, c'est une discipline du marketing de manière globale qui vise plutôt à attirer finalement un prospect vers l'entreprise plutôt que d'aller le chercher. Et aujourd'hui, dans un contexte où tous, individuellement, on est bombardé de publicités, de sollicitations multiples et sursollicités parfois, effectivement, l'idée, c'est d'avoir une communication beaucoup plus maîtrisée et effectivement en attraction vers nos prospects potentiels. Et donc pour ça, il y a un ensemble de méthodologies globalement à mettre en place pour justement développer cette performance-là. Globalement, les avantages de cette stratégie d'inbound, ou en tout cas ses objectifs, ça va être de chercher à engager au maximum une conversation avec nos prospects, avec nos cibles, créer des interactions, des points de contact. On va pouvoir y revenir un peu plus tard pour donner des exemples concrets. Travailler également aussi à la visibilité, la notoriété de l'entreprise, puisque évidemment pour pouvoir être sollicité, il faut être vu. Et donc après, il y a des mécaniques également à mettre en place pour diffuser un ensemble de contenus. On y reviendra également un petit peu plus tard. L'objectif, c'est également générer davantage de contacts, puisque l'inbound marketing aura pour objectif de générer ce qu'on va appeler du lead, globalement, donc du contact qui va pouvoir demain être travaillé d'un point de vue marketing, puis d'un point de vue commercial. Et l'objectif final est évidemment de fidéliser ses clients pour les faire devenir des clients récurrents, mais aussi des clients ambassadeurs qui deviendront demain vos futurs prospecteurs. C'est intéressant ce que tu me racontes là, puisque effectivement on a cette notion de fidélisation, d'aller chercher que le client vienne vers nous plutôt que d'aller chercher. Donc on est dans une logique d'essayer de créer un lien relativement fort avec la personne et de confiance. Exactement. Encore une fois, c'est là où le règlement s'incorpore très bien dedans. Un des grands principes du RGPD, c'est le fameux principe d'information des personnes, de transparence. On doit expliquer ce qu'on fait des données des personnes, leur expliquer comment on les conserve, comment on les sécurise, pour quel but, etc., à qui on les donne, etc. Et donc, c'est là où on a vraiment ces deux visions qui viennent s'intercaler correctement. Donc, vous allez le voir, effectivement, il y aura des points qui se ressemblent assez fortement.
Une première phase qui va effectivement concerner la connaissance de sa cible, Stéphane. Là, c'est effectivement la première étape aujourd'hui quand vous allez vous inscrire dans une démarche d'inbound marketing ou vous avez besoin de renouveler un peu votre démarche. La première phase, c'est évidemment de connaître sa cible et d'en définir un peu les contours. Pour ça, on a deux grands piliers autour de ça. C'est la définition de vos personas. Donc, le persona, c'est un personnage fictif, subjectif, que vous allez déterminer selon une méthodologie, des questionnaires, des interviews. On l'évoque un petit peu plus tard, mais c'est globalement la connaissance de votre cible, de qui elle est, d'un point de vue démographique, sociologique, quels sont ses comportements aujourd'hui d'information sur les produits produits ou services que vous allez vendre. Et de ça va pouvoir découler ce qui va s'appeler la buyer journey. La buyer journey, c'est le parcours d'achat en français. Donc, quelles sont les différentes étapes finalement qui vont régir le parcours d'achat de votre futur prospect? Qu'est-ce qui va l'amener à devenir un client chez vous? Quelles sont les phases de réflexion qu'il va mener? À quelle étape, à quel moment, sur quels canaux? Qu'est-ce qu'il va utiliser pour s'informer, pour se décider? Et donc, cette étape-là, elle est primordiale parce que sans connaissance de vos clients, de vos prospects, il n'y a évidemment aucun moyen de se projeter dans une logique d'attraction, de se mettre à la place de ce prospect-là pour lui produire des contenus qui seront en accord finalement avec ses questions, ses interrogations et ses challenges finalement au quotidien. On distingue un buyer's journey par persona ou... Alors, il peut y en avoir des communs, on peut avoir effectivement des problématiques qui vont... Il est vrai que généralement, un persona, on va essayer d'avoir 2-3 personas pour commencer une stratégie de vente. On peut avoir un buyer journey commun à l'ensemble de ces personas s'il n'y a pas de spécificité réelle. Après, on peut avoir évidemment des distinctions qui impliquent demain de créer un nouveau buyer journey, mais mon conseil est quand même plutôt de démarrer avec le minimum, on va dire, entre guillemets, pour pas non plus se perdre dans la construction de stratégies peut-être trop complexes à mettre en œuvre au démarrage. Bien sûr. On vous a mis une petite illustration ensuite globalement, le buyer persona, il va être formalisé par une petite fiche qui va globalement le décrire dans ses challenges, le décrire dans ses comportements classiques et également dans ses freins, les challenges, je t'ai dit, mais les freins qu'il va pouvoir rencontrer. Globalement, qu'est-ce qui va l'empêcher de se décider à contractualiser avec vous ou à acheter votre produit? Il y a mécaniquement des freins aujourd'hui qui vont le bloquer. Ça peut être des notions de prix, ça peut être des notions d'engagement environnementaux. On peut en imaginer beaucoup. Donc, l'idée, c'est de lever tous ces freins au fur et à mesure, en fait, aussi du buyer journey qu'on vous a mis également en illustration. Et ce qui est important, c'est que ce buyer journey va en fait se découper globalement en 3 phases. Une phase de prise de conscience ou d'awareness en anglais. Donc là, l'idée, c'est de vraiment se positionner en amont, globalement, sur quel est le prospect n'est pas encore tout à fait au courant qu'il a un problème, ou en tout cas, il l'a à peine touché du doigt. Donc, il va y avoir des contenus spécifiques aussi à produire sur cette phase-là. Une phase de considération, où là, on va plutôt être dans une phase où le prospect est conscient de son problème, il est en train d'identifier un certain nombre de solutions pouvant répondre à son problème. Vous, des concurrents, des solutions alternatives, peu importe. Et enfin, il y a la phase plutôt de décision qui va être là plutôt effectivement sur la shortlist. Globalement, il nous reste quelques acteurs identifiés et on va se décider sur ces quelques acteurs-là. C'est là où se joue. Exactement. Donc, une fois qu'on a défini en fait ce parcours-là, on va pouvoir du coup produire des contenus, mettre en place des actions spécifiques, utiliser des leviers spécifiques en fonction de la maturité finalement de notre persona et de son cycle d'achat. On parle de persona et moi, il y a une notion qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est la notion de profiling, de profilage. Dans le RGPD et puis la loi informatique liberté avant encadre ces notions de profilage. C'est essayer effectivement de déduire des comportements, des actions, en tout cas des éléments liés à la personne par rapport à un comportement ou l'inverse, peu importe. Et en tout cas d'essayer de pouvoir prédire une action d'achat future ou éventuelle. Ou dans le cas du marketing, on le retrouve aussi dans des phénomènes RH ou dans des études psychologiques, etc. Peu importe, on le retrouve effectivement dans le marketing. Le profilage, pour rappel, c'est pas une notion du tout qui est interdite par le RGPD. Simplement, aujourd'hui, on a une obligation, en tout cas cette
cette sensibilité à avoir autour de l'information qui est donnée aux personnes. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, si vous avez effectivement, vous êtes amené à travers vos solutions ou à travers votre activité, simplement à effectuer du profilage et essayer justement de dresser ces personas-là, eh bien, sur votre site internet, quelque part, idéalement dans la politique de confidentialité, dans les mentions légales, peu importe, à un endroit dédié en général où on inclut tout le jargon RGPD, si je peux me permettre, on ajoute ce qu'on appelle cette notion de profilage, on précise ce qu'on en fait et on essaie d'expliquer un petit peu comment il se compose. C'est-à-dire, nous, on va s'intéresser par exemple au comportement que vous allez avoir sur notre site ou alors on va s'intéresser peut-être éventuellement aux échanges qu'on a eus. En tout cas, expliquer dans un langage simple et assez simplifié comment aujourd'hui votre profilage va fonctionner et comment en fait vous allez construire votre persona. C'est tout. Et simplement, une fois que vous êtes clair là-dessus, vous êtes transparent, non seulement vous montrez pas de blanche puisque vous démontrez par A plus B que vous n'allez pas manger toutes les données et essayer pour X raisons et absolument les revendre à 1 milliard de destinataires. Aujourd'hui, on est dans une logique de construction d'une relation, de quelque chose d'assez plutôt bénéfique pour le coup, pour les deux parties. Donc voilà, c'est le plus important. Et effectivement, dans une logique de prospection, au niveau du profiling, au niveau d'un persona, la personne peut toujours s'opposer. Encore une fois, c'est assez rare puisque la plupart du temps, la personne ne va pas simplement s'opposer à du profilage. Si la personne s'oppose, elle va s'opposer à recevoir de la prospection tout court. Mais en tout cas, il est possible, ça peut arriver, qu'une personne puisse simplement s'opposer au profilage, mais pas à la prospection. Bon, c'est un cas qu'aujourd'hui que j'ai jamais vu. Mais encore une fois, dans une logique de prospection assez générale, la personne peut toujours s'opposer. On verra qu'il y a des règles au niveau du consentement, etc. Mais sur le profiling, on a aussi cette notion d'opposition. Et puis, effectivement, on peut être amené afin de construire un persona, sur la notion d'interview, encore une fois, là, on va avoir cette notion de droit à l'image, pour le coup, où on va effectivement capter l'image et ou le son, d'ailleurs, de la personne. L'idéal, effectivement, dès lors qu'on a cette vocation à essayer... Alors, lorsqu'on a une diffusion qui est externe sur des interviews, par exemple, il est recommandé, voire même obligatoire, justement, d'avoir ce fameux formulaire d'utilisation de droit à l'image pour justement, encore une fois, s'assurer du périmètre de l'utilisation qui est faite de l'image en question et la personne qui donne son consentement. Et de votre côté, vous, en tant que société, en tant qu'entreprise, vous avez effectivement la preuve que son consentement a bien été donné. Alors, quand je parle d'interview, je parle d'interview publique, je ne parle pas simplement d'un entretien par mail. C'est une interview qui a vocation à être diffusée, par exemple. On a effectivement aussi toutes les études qualitatives et quantitatives. Ça, on le voit très souvent. Souvent, on reçoit par mail des organismes qui vont nous demander leur avis, notre avis, pardon. Ça peut être des études très courtes ou beaucoup plus longues. Ce qui va être vraiment décisif, je pense, et c'est là où aussi le RGPD doit être une aide là-dessus, c'est de rassurer tout de suite la personne. Parce que quand on voit qu'on va passer 10 minutes à rédiger un sondage, à répondre à un sondage, parfois, on peut se dire, mais au final, je réponds à toutes ces informations-là, mais à quoi ça va servir concrètement? Et c'est là où vraiment le RGPD, il faut l'utiliser comme un outil. Il faut montrer pas de blanche dès le début et rassurer tout de suite la personne. De dire que c'est comme tu l'as dit, Stéphane, pour essayer de construire une relation pérenne et essayer d'avoir quelque chose de bénéfique pour les deux parties. Et ces mentions d'informations-là, on peut la mettre directement au tout début du sondage, en tout cas du formulaire de réponse. Et ça, c'est vraiment très important aujourd'hui. Ça fait partie du legal design qu'on abordera après. Mais c'est un élément pour moi qui me semble très important. Je ne sais pas si tu avais quelque chose d'autre à Juste rajouter. un petit point à rajouter, effectivement, sur aujourd'hui la construction d'un persona dans la réalisation d'interviews. Quand on est dans la réalisation d'interviews, effectivement, en one-to-one, on n'est pas dans une notion de diffusion, etc. Non, bien sûr, oui, bien sûr. On va généralement sélectionner quelques profils qui sont les profils des clients idéaux qu'on va aller justement interroger, mais sur des données qui vont sortir du contexte professionnel. On est vraiment dans des logiques de quelles sont mes habitudes de consommation, sur quoi je m'informe, quels sont les médias que je consulte, est-ce que je prends le train, est-ce que je prends la voiture. Tout ça sont des éléments, est-ce que j'utilise les transports, sont des éléments qui peuvent demain aider aussi le marketeur ou le communicant dans l'adaptation de sa communication, dans sa zone de diffusion. Exemple, on est si notre persona, c'est un public parisien qui prend le métro, on peut se dire demain, je vais diffuser des publicités dans le métro. À l'inverse, évidemment, c'est une population qui n'est qu'à distance, on peut imaginer d'autres types de leviers. Donc, ce genre de communication, d'échange avec nos clients, demain doivent être stockés aussi en termes de données, puisque souvent, ils vont être
conserver un temps donné pour pouvoir être traité et construire nos fameux personas. Donc là, j'imagine qu'il y a aussi peut-être une information à mener auprès de l'interviewé. C'est exactement ça. Là, tout à l'heure, j'ai abordé la formation que vous pouvez mettre sur son site internet. Il y a aussi une information lors de l'interview à diffuser. Alors, ça peut être en général, c'est normalement avant l'interview en question. Et peu importe comment l'interview est menée, si elle est menée par mail ou après par échange téléphonique, il doit y avoir un endroit facilement accessible pour la personne, les mentions d'information où on explique effectivement combien de temps sont conservées les données. Alors, en général, sur des logiques de prospection commerciale, on est sur du 3 ans après le dernier contact. On reviendra dessus tout à l'heure, mais c'est disons la durée de conservation généralement admise et recommandée. Et puis après, voilà, comment sont sécurisées les données, à qui on les transmet, est-ce qu'elles ont une vocation à être transférées en dehors de l'Union européenne. Toutes ces mentions d'information elles sont obligatoires. C'est l'article 13 du RGPD. Vous pouvez aller disons, directement le consulter, articles 13 et 14. Et donc, on doit être assez transparent là-dessus, absolument. Deuxième phase, on connaît notre cible, on sait où elle va, on sait comment elle va se comporter. En tout cas, on a une idée de la façon dont elle va se comporter. Donc maintenant, l'idée, c'est de la faire venir vers nous. Et pour ça, il y a plusieurs, évidemment aussi, étapes intermédiaires. La première, ça va être de s'appuyer en fait sur du contenu, parce que le contenu va être décisif dans cette phase d'attraction. Des contenus, c'est un webinar comme on fait aujourd'hui, ça peut être des articles, des livres blancs, des démonstrations. Enfin, il y a énormément de typologies de contenu qui peuvent être utilisées, et chaque typologie de contenu va pouvoir servir un objectif et s'adosser à une étape aussi du parcours d'achat. Donc cette fameuse prise de conscience, considération et décision. Et donc chaque niveau de maturité va se voir aussi attribuer généralement une typologie de contenu ou une typologie de thématique. Plus on va être sur des thématiques pointues, généralement on va être sur des phases plutôt de décision, et évidemment en entonnoir, au début on est un peu plus généraliste, un peu plus englobant, et on va aussi demander beaucoup plus d'engagement de la part de notre cible au fur et à mesure qu'elle descend dans cette phase de décision. Donc le premier point évidemment pour attirer ses prospects, c'est de s'appuyer sur une stratégie de contenu qui va être solide, qui va définir des thématiques de prise de parole, un ton, parce que le ton est également important. Là, on est plutôt sur des aspects de communication, mais la façon dont vous prenez la parole, dont vous allez tourner aussi vos valeurs sont des points clés aujourd'hui pour rassurer les prospects et leur montrer globalement à qui ils ont affaire. Et une fois que cette stratégie est écrite et prête, on va dire, à être lancée, ensuite, il faut produire ces contenus-là. Sont souvent des contenus, soit des contenus téléchargeables qui vont nous permettre de récupérer, en échange d'une information personnelle, de récupérer des contacts, globalement. Ce qui est important aussi de dire, c'est que chaque niveau de maturité implique des niveaux, on va dire, ou des quantités d'informations différentes. J'y reviendrai un petit peu après sur la stratégie autour des formulaires de contact. Mais globalement, vos contenus téléchargeables sont les points d'entrée demain pour construire cette fameuse relation et d'essayer de l'entretenir avec un prospect qui deviendra peut-être demain client. Après, évidemment, on a les articles qui sont souvent là plutôt du contenu informatif qui vont permettre d'être relayés ensuite sur d'autres types de canaux. D'être mieux référencé. Ça va avoir un impact important effectivement sur le référencement naturel quand ils sont bien optimisés et que on respecte un certain nombre de bonnes pratiques autour de ça. Mais après, c'est aussi des contenus qui peuvent servir en promotion sur les réseaux sociaux, dans des campagnes d'emailing, ou des campagnes de nurturing. Et ensuite, effectivement, en fait, ce qui se cache derrière tous ces contenus, c'est des leviers pour diffuser ces contenus-là, un moyen, en fait, de les rendre visibles. Et autour de ça, évidemment, il va y en avoir plusieurs. Il y a des leviers plutôt naturels, comme le référencement naturel, donc via les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, qui va être une communication aussi organique sur les pages LinkedIn, Facebook, TikTok, peu importe le levier également utilisé. On peut aussi imaginer avoir des notions de marketing d'influence. Aujourd'hui, en B2C, c'est très, très répandu, en B2B de plus en plus. Mais voilà, les contenus que vous allez produire vont finalement être relayés demain par des influenceurs ou des personnes qui ont finalement une audience sur laquelle vos contenus pourraient intéresser. Et après, on va avoir d'autres types de leviers, plutôt leviers payants, donc le SIA, donc tout ce qui va être référencement payant sur les moteurs de recherche, la publicité aussi sur les réseaux sociaux, des campagnes display, donc des campagnes avec des bannières, etc. Voilà, tout ça sont des leviers ensuite qu'on va pouvoir activer
pour promouvoir nos contenus en fonction du degré de maturité de nos prospects et du contenu aussi associé, puisque chaque contenu ne peut pas forcément se présenter sur tous les leviers. Exemple, c'est assez rare de promouvoir un article en référencement payant, puisqu'aujourd'hui, quand on achète un mot-clé, c'est assez peu pour juste générer du trafic. On attend quand même souvent de la conversion, enfin, en tout cas, c'est le cas de nos clients, attendent plutôt de la conversion que simplement de la visibilité. Donc voilà, il y a des supports qui ne seront pas toujours adaptés pour tous les canaux, mais voilà, l'idée, c'est d'avoir une approche holistique, en fait, avec les contenus et les leviers. Donc on est d'accord, aujourd'hui, il n'y a pas de contenu maître qui marchera à chaque fois, ça dépend être intrinsèquement du contexte, de ta cible, de ton client, sous couvert qu'il soit déjà bon à la base. Ouais. Si le contenu est bon, c'est déjà le prérequis. Oui, et après, effectivement, si le contenu est bon, il n'y a pas de contenu qui fonctionne plus que d'autres. Ça dépend de la cible, ça dépend du degré de maturité. Clairement, il faut avoir un panel, en fait, d'une diversité dans les contenus pour attirer un peu tout le monde. Il y a des contenus plus simples à produire que d'autres. Oui, c'est vrai. Un article par rapport à un webinaire ou un sondage, déjà, c'est sûr. On vous a mis également là un petit exemple qui permet juste c'est une matrice qu'on utilise qui permet d'être, donc c'est une content chart globalement qui va permettre de centraliser un peu vos contenus et en fait chaque contenu va être, chaque thème, chaque sujet va être caractérisé par une typologie de contenu. Est-ce que c'est un article? Est-ce que c'est une page produit? Est-ce que c'est un webinar? Est-ce que c'est une infographie, etc. Et aussi de savoir à quelle cible, quel personnage je m'adresse et à quelle étape de son buyer journey je suis. Ça permet en fait d'avoir un mapping globalement de tous les contenus, persona par persona, étape de décision par étape, étape par étape, et support par support. Ce qui permet aussi de voir s'il y a une représentativité dans les prises de parole auprès de nos personas. Est-ce que j'ai pas une surreprésentativité d'un de mes personas par rapport à un autre? Est-ce que j'ai pas une un support par rapport à un autre ou d'une étape par rapport à un autre? Est-ce que j'ai pas finalement que des contenus en étape décision et en fait j'ai pas assez en étape de prise de conscience qui finalement est bloquant pour générer une nouvelle matière que je vais pouvoir traiter finalement demain d'un point de vue marketing. Autre point, alors là qui est vraiment pour aller plus loin quand demain, vous allez diffuser vos contenus. Beaucoup d'outils le font. Alors là, c'est un exemple avec HubSpot, puisque c'est l'outil que nous, on utilise au quotidien avec nos clients et même pour notre usage en tant qu'agence. Ces outils-là permettent de centraliser en fait un certain nombre, évidemment, de choses dans la stratégie d'inbound marketing. Sur l'aspect promotion et acquisition, on va dire, de contacts, ce qui est extrêmement intéressant avec ces outils, c'est que ça va permettre, en fait, une fois connecté entre, imaginons LinkedIn Ads, si vous faites de la publicité sur LinkedIn, vous connectez un outil comme HubSpot avec, vous connectez les deux ensemble. Demain, on est en capacité de faire plusieurs choses. La première, évidemment, de mesurer la performance de nos actions. Aujourd'hui, j'ai investi 1 euro, combien ça m'a permis de générer de contacts et in fine, combien ça m'a permis de générer de clients. Donc, tout ce suivi du parcours du contact, on va l'avoir dans l'outil CRM. Et ça nous permet même d'aller plus loin. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sans savoir que les cookies tiers vont être amenés à disparaître très prochainement. Et donc, on va devoir s'appuyer globalement sur de la donnée first party, donc la donnée que l'on possède. Et donc, des outils comme HubSpot vont permettre de le faire justement en partageant la donnée que vous avez, donc qui vous appartient, sans passer par un tracking tiers. C'est ça. Et donc, en fait, on va pouvoir envoyer des listes d'audience. Donc, imaginons la liste de tous mes clients. Je vais pouvoir la partager avec LinkedIn. Évidemment, je laisserai derrière sur l'aspect RGPD de tout ça. Mais donc, de communiquer à LinkedIn cette liste qui va pouvoir s'en servir pour recibler potentiellement les membres de cette liste. Mais surtout, ce qui va nous intéresser plutôt, nous, en acquisition, c'est demain d'aller trouver des personnes qui ont les comportements similaires, donc ce qu'on va appeler les fameuses audiences similaires que vous aurez si vous avez déjà fait des campagnes publicitaires, qui permettent aussi de construire finalement des clones de votre liste client ou même plusieurs différents niveaux de maturité, on peut imaginer. Mais là, avec l'exemple, effectivement, construire des audiences similaires à vos clients pour aller les chercher finalement et faire une prospection et promouvoir vos contenus à ces cibles qui, normalement, ont un maximum d'éléments communs avec vos clients, mais qui ne le sont pas encore. Donc, ces outils-là sont extrêmement puissants pour répondre demain, surtout aux enjeux de demain, et aussi pour améliorer globalement les performances. Tu parlais de la fin,
la redoutée fin des cookies tiers, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de fin des cookies tiers, c'est la fin du système où effectivement on fonctionne avec des régies publicitaires qui vont diffuser des annonces, des publicités ciblées par rapport à la navigation, au comportement des internautes, et donc même pour les sociétés et les organismes qui sont derrière, ça fait effectivement des revenus en moins, et aujourd'hui, comment en tout cas on est amené à essayer de ramener de nouveaux clients et de nouveaux prospects chez soi. Et aujourd'hui, comme tu dis, les first parties sont aujourd'hui sous-cotés, en tout cas sous-valorisés. Donc l'idée aussi, et notre discours, c'est de les remettre en avant dans un premier temps. Et pour faire un petit peu plus de prospectif, aujourd'hui, on a effectivement Google qui est en train de travailler via sa Privacy Sandbox sur un nouveau projet de targeting, de retargeting sur le web, sans reposer sur les cookies tiers, donc sans reposer sur le dépôt de petits fichiers sur les terminals d'utilisateurs. Cette fois, alors si on les écoute, effectivement, on serait sur une solution anonymisée, puisque il sera possible d'identifier donc des cohortes, en tout cas de rassembler des utilisateurs non nominatifs dans des groupes. Et effectivement, on pourrait en tout cas les ordonner de manière cohérente en fonction des centres d'intérêt, de la navigation, etc., etc. Bon, aujourd'hui, on est sur, en tout cas, encore des phases de test. C'était prévu pour 2022, ça a été décalé à 2023, et c'est un projet, donc le Privacy Sandbox, qui se découpe en plusieurs phases. Mais en tout cas, ça c'est sûr qu'on aura, on pourra en refaire un webinaire à part entière, mais on a en tout cas une nouvelle solution qui est proposée par Google, évidemment, puisqu'on a énormément de régies publicitaires basées sur les cookies tiers qui appartenaient de près ou de loin à Google. Donc, effectivement, il y a une volonté de remplacer le système. Pourquoi aussi on remplace ce système-là? Puisque aujourd'hui, de plus en plus de navigateurs incorporent par défaut. On a, faut le dire aussi, je pense, une sorte d'éveil de la part des personnes qui aussi, par défaut, aujourd'hui sont devenus peut-être un peu plus méfiants et qui refusent par défaut le dépôt des cookies. Et on le voit notamment lorsqu'on se balade aujourd'hui sur Internet, on est beaucoup plus sollicité en termes de bandeaux d'information, de bandeaux cookies, puisqu'on a eu une réforme de la CNIL en 2020 qui impose, en tout cas à tous les éditeurs de sites, de demander le consentement à l'arrivée du site, sachant que la poursuite de la navigation sans s'être prononcé sur l'acceptation de refus, vaut refus. Donc on ne peut plus imaginer, en tout cas déduire le consentement de la personne. Il faut que le consentement se base sur un acte positif. Et je rebondis là-dessus, puisqu'effectivement, cette réforme de la CNIL, elle a rebattu un petit peu les cartes. On est dans un contexte où les cookies tiers vont être de moins en moins utilisés, et en plus de ça, il est plus difficile aujourd'hui d'essayer de convertir ces prospects, et en tout cas de faire accepter les cookies aux utilisateurs. Alors, les cookies, il y en a pour tout et n'importe quoi. On a effectivement pour de la publicité ciblée, mais on a aussi pour de la mesure d'audience, il y a des cookies techniques, effectivement, mais il y a plein d'usages différents. Aujourd'hui, si vous souhaitez en tout cas encore utiliser se reposer en tout cas sur ces trackings, sur ces cookies, je parle aussi bien de trackers que de cookies. Les cookies, ça va être, disons vraiment la technologie où on dépose des fichiers sur un terminal, et puis on a, disons, toutes les autres formes de traceurs avec les pixels invisibles, avec le fingerprinting, etc., etc. Je rentre pas dans le détail, mais c'est vraiment le tracking dans son sens le plus large du terme, puisque c'est le but de cette réforme de la CNIL, c'est d'englober tout de manière globale. Aujourd'hui, on a effectivement cette obligation de demander aux personnes d'accepter ou de refuser à l'arrivée sur un site. Évidemment, ça fait dropper le taux d'acceptation, puisque les personnes veulent passer le plus rapidement possible et ne pas accepter ou pas. En tout cas, ils ne savent pas trop à quoi ils consentent s'ils le font, et ils ne savent pas ce à quoi ils refusent lorsqu'ils le font. Aujourd'hui, et c'est là où tu disais le ton est ultra important, et je rebondis sur cette notion de ton, il est ultra important aujourd'hui d'avoir un discours qui est cohérent par rapport à sa démarche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on est dans une logique où on est simplement en train d'essayer de bonifier et simplement d'entretenir une relation avec son prospect dans quelque chose où effectivement j'ai besoin d'informations sur toi pour mieux te connaître, certes, mais aussi te proposer des produits, des services plus adaptés, ou simplement te proposer un service, pas forcément plus adapté, mais te proposer mon service qui, effectivement, t'intéressera potentiellement. Aujourd'hui, dans cette relation-là, on n'est pas dans une relation de revente à plein d'autres
par destinataire, à des registres publicitaires, l'information, la plupart du temps, elle va rester dans l'organisme qui va déposer le cookie. Et aujourd'hui, eh bien, faut être transparent là-dessus. Et simplement, dans ces mentions d'information, être davantage transparent et d'expliquer par A plus B pourquoi on a besoin de ces informations-là. Alors, la plupart du temps, c'est fait, mais dans un jargon très juridique. Lorsqu'on va sur la quasi-totalité des sites, il n'y a rien de plus ennuyant que de lire un bandeau cookie aujourd'hui. Et c'est bien le problème. Il y a une vraie notion, je pense, de sensibilisation et je pense, on utilise beaucoup ce mot en ce moment, mais de démystification du bandeau cookie et de dire, j'ai besoin de tes informations parce que ça va me servir à ça et toi, ça va te servir à ça. Et après, c'est du legal design, d'essayer de faire en sorte que, en arrivant sur le site, en 5 secondes, je comprends que c'est pas quelque chose qui va me nuire spécifiquement et qu'aujourd'hui, il y a peut-être un intérêt derrière. Donc, il y a toute cette révision du discours à revoir en y mettant ce qu'on souhaite, hein, de la transparence, pourquoi pas de l'humour, en fonction, après, ça dépend de son discours et de son activité. Mais c'est de transformer cette obligation de récupérer le consentement en discours d'adhésion. De dire, j'ai besoin que tu me dises oui, mais tu vas voir pourquoi c'est bénéfique pour toi, pourquoi ça l'est pour moi, mais pourquoi ça l'est pour toi aussi. Et aujourd'hui, quand vous allez sur les sites, il y a très peu de sites qui font ça. C'est très rare aujourd'hui d'avoir un legal design un petit peu décomplexé. Et j'appelle vraiment aujourd'hui les acteurs à jouer là-dessus. Et c'est un réel intérêt aujourd'hui de pouvoir faire ça. La réforme, elle existe. Le contexte juridique, il est là. Mais pour autant, rien n'empêche d'essayer de le contextualiser un petit peu et d'en faire un discours d'adhésion. La conversion du lead. La troisième phase, effectivement, donc on a attiré un prospect potentiel sur notre site, qui est pour l'instant effectivement un prospect inconnu. L'objectif, c'est qu'on capte une donnée personnelle, et donc cette donnée personnelle, souvent, en tout cas la première porte d'entrée, c'est à minima un email que vous avez certainement déjà tous vu quand vous inscrivez simplement une newsletter. On ne vous demande pas grand-chose, a priori, à part un email. Et convertir effectivement un visiteur finalement en lead, on va avoir plusieurs petits outils. Donc là, c'est une liste qui n'est pas forcément exhaustive, hein. Mais l'idée, c'est d'avoir des CTA, donc des call to action, des appels à l'action qui soient les plus clairs possibles, qui vont nous permettre d'orienter déjà le parcours de l'utilisateur, puisque le site internet va avoir un rôle important évidemment dans la navigation, l'orientation de la navigation, et rendre la navigation la plus courte possible et la plus efficiente possible. Aujourd'hui, globalement, on est tous feignants, hein, quand on est sur internet, donc on va avoir le minimum, enfin, on va faire le minimum d'efforts pour avoir le maximum de valeur. Donc en tant que aussi dans une démarche UX, on doit avoir cette même logique-là de fournir certes un site qui est à l'image de l'entreprise, mais qui est aussi efficace en termes de génération de contacts. Et donc, les CTA vont justement aider aussi à orienter clairement l'internaute vers vers quoi on souhaite le diriger ou l'action qu'on souhaite qu'il réalise. Les landing pages, donc les pages de destination, les pages d'atterrissage, qui sont souvent des pages qui sont destinées à des campagnes. Voilà, vous avez une campagne email, vous avez une campagne de publicité. On va avoir des campagnes qui sont des environnements assez fermés généralement, où on a très peu de moyens d'en sortir, ou en tout cas les moyens d'en sortir ne sont pas évidemment mis en avant, justement pour capter au maximum et garder captif notre visiteur et l'orienter sur la seule chose qu'on souhaite qu'il réalise. Très souvent la complétion d'un formulaire. Donc, c'est des mécaniques qu'on voit très souvent pour le téléchargement de livres blancs, sur de la prise de contact. Voilà, on va avoir le minimum d'informations, mais suffisamment aussi pour donner envie, en contrepartie, de laisser une information personnelle. Les formulaires, donc il y a une vraie stratégie derrière les formulaires. On pense souvent que, en fait, ouais, j'ai juste le nom, prénom, l'entreprise a demandé, et puis un champ texte, et puis le petit bouton envoyer, et puis éventuellement 2-3 informations qui m'intéressent. Il y a une vraie stratégie derrière qu'il est important de penser, puisque chaque niveau de maturité, comme on l'a dit tout à l'heure, va engendrer un niveau d'engagement qui sera différent. Donc, plus le prospect est proche d'une phase de décision, plus il est enclin à donner de la donnée qualitative et personnelle. C'est pour ça que je faisais le parallèle tout à l'heure avec la newsletter. La newsletter, c'est une communication avec de la valeur, mais globalement un niveau assez faible. Donc, je suis prêt à donner mon email. Il y a assez peu d'inscriptions newsletter qui vont se faire avec 5 ou 6 champs. Généralement, on conseille d'avoir 6 à 7 champs grand maximum. Le moins étant le mieux. Mais parfois, pour qualifier le besoin du contact, on a besoin d'avoir un minimum d'informations. Donc, la première chose à retenir, c'est que chaque niveau de maturité doit avoir une stratégie de
de données, nos modèles de données associés. Qu'est-ce que je veux récupérer à chaque phase? Qu'est-ce qu'il est important pour moi d'avoir pour traiter après mon contact d'un point de vue marketing et quand on est en phase de décision, plutôt d'un point de vue commercial. Et également, donc là je ne l'ai pas mis en exemple, mais avec des outils comme HubSpot, vous allez avoir des outils de champs progressifs. C'est des champs qui vont finalement changer en fonction de la donnée que vous connaissez déjà sur un internaute. Donc, le formulaire, si on connaît déjà l'entreprise dans laquelle travaille mon contact, je ne vais pas lui redemander son nom d'entreprise, je vais lui redemander une autre information qui me permet d'enrichir ma connaissance de mon prospect et de mon contact sans pour lui alourdir la démarche que j'ai l'impression que je donne encore des informations et j'ai 10 champs à remplir. Donc là, c'est une vraie stratégie aussi à mettre en place pour développer la conversion en contact. Et après, il y a effectivement des types de contenus qui sont générateurs de pas mal de valeur, on l'espère comme aujourd'hui, comme des inscriptions à des événements, à des webinars, qui vont justement permettre aussi de créer des contenus un peu différents que simplement des contenus qu'on va consommer a posteriori via la lecture, etc. Donc voilà, c'est ce genre en tout cas, peut aussi faciliter le développement de contenu. Est-ce qu'aujourd'hui, l'essentiel d'Internet est composé de formulaires? Non, parce qu'en final, il y en a énormément des formulaires. Beaucoup, parce qu'aujourd'hui, c'est un des seuls moyens de personnaliser derrière la communication, ou en tout cas d'avoir ce point d'ancrage, finalement, pour demain venir ressolliciter mon contact de manière modérée et maîtrisée, mais effectivement, c'est effectivement le point clé. C'est un point clé, c'est sûr. On parle de formulaire, ça tombe bien. Le formulaire, aujourd'hui, alors, il est souple, effectivement, dans sa construction. Quelques bonnes pratiques, pour le coup, à respecter. La première, c'est de la minimisation. Et c'est là où tu expliques, et c'est intéressant comme démarche, que lorsqu'on est effectivement sur un nouveau, enfin un prospect ou totalement nouveau, on va effectivement demander le minimum, puisque le but, c'est pas de le noyer. Et puis petit à petit, on va demander en fonction de la phase où on se retrouve avec lui, on va demander en plus en plus. Donc on est un peu dans cette logique de minimisation-là. Ça tombe bien puisque le RGPD aussi se base là-dessus et beaucoup, évidemment, on ne collecte que ce dont on a besoin. En fonction de la phase dans laquelle on se retrouve avec son prospect, on peut être amené à demander plus d'informations. Pour le coup, on respecte cette obligation, cet impératif de minimisation. Mais aujourd'hui, effectivement, sur une phase 1, alors je ne sais pas comment tu appelles ça, mais en tout cas sur un prospect tout nouveau, on ne va pas effectivement demander son adresse mail, son nom, son prénom, sa date de naissance. Enfin, on ne va pas se retrouver à 8-10 champs. Surtout qu'à ce moment-là, il se peut que les informations ne servent pas, on ne sait pas encore en tout cas. Mais c'est très important en tout cas d'avoir des formulaires qui justement vont vous permettre de collecter ce dont vous avez besoin et strictement ce dont vous avez besoin. On a effectivement toute cette logique de cases à cocher. Alors, vaste sujet que représentent les cases à cocher sur les formulaires. Tout dépend dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Lorsqu'on trouve par exemple en B2B, lorsqu'on est en B2B en tant qu'entre professionnel, on est sur une logique assez simple qui est de dire c'est une doctrine qui est mise en place par la CNIL. Pas besoin de consentement lorsqu'on correspond avec des professionnels. Le but, c'est de vendre un produit à des professionnels, ou en tout cas quelque chose qui s'intègre dans une démarche B2B. Je n'ai pas besoin de consentement pour prospecter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai mon formulaire qui permet de collecter de la donnée, j'ai pas besoin de prévoir une case en plus. Si le formulaire sert à télécharger un livre blanc, par exemple, j'ai pas besoin d'avoir une case à cocher qui me dit effectivement que la personne donne son accord pour non seulement recevoir le livre blanc et en plus accepter d'être prospecté pour la suite. Par contre, effectivement, dans une logique B2C, là, on doit avoir effectivement cette fameuse case à cocher. Alors, cette case à cocher, ça peut être c'est l'exemple le plus simple, hein, mais ça peut être un bouton, ça peut être le plus important, c'est de la représenter par une action qui est positive. Hein, donc, cocher une case, c'est assez simple et c'est le plus positif qui existe pour le coup. Et lorsqu'on est donc en B2C, le consentement doit être requis, récupéré auprès de la personne, effectivement. C'est-à-dire qu'on met en place notre formulaire qui permet de télécharger le livre blanc. On a notre case à cocher où, effectivement, il y a marqué, par exemple, quand je change cette case, j'accepte de recevoir, d'en savoir plus ou de recevoir des sollicitations de la part de la société X. En plus, lorsque la case est cochée, effectivement, on aura donc un opt-in de la part de notre prospect, et donc on pourra le ressolliciter à nouveau. Petite exception, dès lors qu'on est dans une phase où on est déjà client avec la personne, c'est-à-dire que je sais que ma cible en face a déjà acheté chez moi ou est déjà client, c'est ça. Pour le coup, pas besoin de redemander son consentement dès lors qu'on souhaite le prospecter pour des services ou produits analogues similaires. Imaginons mon client m'a déjà acheté, par exemple, je ne sais pas,
je prends un exemple très basique, hein, m'a déjà acheté des bouquins sur mon site, eh bien, je peux le solliciter pour d'autres bouquins ou alors en tout cas pour d'autres produits qui sont estimés comme proches de près ou de loin. Après, chacun aura son appréciation et devra l'argumenter, ça dépend du coup. Mais en tout cas, sur des produits culturels, peut-être, pourquoi pas, en tout cas, on peut estimer. Ça, c'est le principe. Donc cette case à cocher là, une case avec une mention qui explique à quoi on consent, et puis un renvoi, pour le coup, encore une fois, cette fameuse politique du site internet, une politique de confidentialité, qui va expliquer un peu plus en détail sur un second niveau, pardon, et bien encore une fois, combien de temps on conserve les données, à qui on les transmet, pourquoi on les conserve, etc., etc. Donc la plupart du temps, c'est ça, c'est j'accepte voilà, d'être prospecté par société X. Pour en savoir plus, je peux consulter la politique de confidentialité, et la politique de confidentialité, il y a un lien URL et elle est en surbrillance et on peut y accéder. Alors, c'est pas une obligation, mais c'est recommandé. Il est préférable aussi d'indiquer ce qui est facultatif, c'est-à-dire dès lors qu'on a des informations qui sont facultatives, on met une astérix pour préciser. Pardon, dès lors qu'on a une information qui est obligatoire, on met une astérix pour préciser effectivement que ces informations sont pour le coup nécessaires. Attention, puisque si on met en place des champs facultatifs, on ouvre la porte à un non-respect du principe de minimisation. Donc, il faut que ce soit facultatif, mais qui sert quand même. Il ne faut pas qu'une donnée soit facultative et qu'on dit on la prend, mais on ne sait pas trop quoi on va en faire. C'est facultatif, mais il faut qu'il y ait un but derrière. Je prends un exemple sur un formulaire où peut-être, par exemple, il faudrait charger une pièce jointe, par exemple. Peut-être que la pièce jointe servira à l'instruction de la demande, du dossier ou quoi que ce soit. La même logique, voilà, on la demande, elle est optionnelle, mais on la récupère et elle servira à quelque chose pour le coup. Et puis attention aux données sensibles, effectivement, on a une information qui est renforcée et même un consentement. Les données sensibles, pour rappel, dans le RGPD, ça va être, alors il y a toute une catégorie qui est prévue dans le règlement, ça va être notamment les données de santé, les données relatives aux orientations sexuelles, les opinions politiques, religieuses, l'appartenance syndicale, etc., etc. Donc des données dont la sensibilité est un peu plus forte. Là-dessus, on a une information renforcée qui doit être faite, c'est-à-dire qu'on doit spécifier effectivement que via ce formulaire, on va être amené à collecter ces données sensibles. Donc, et on rappelle que les informations que vous allez transmettre via ce formulaire-là, ce sont des données sensibles. Et au surplus de ça, on doit effectivement prévoir une case à cocher et de dire, vous, effectivement, vous saisissez mais les informations sensibles via ce formulaire-là, vous cochez la case pour dire que vous avez bien compris qu'en ce moment, vous allez nous transmettre vos données sensibles via ce formulaire-là. C'est vraiment le but, c'est de sensibiliser, de vraiment faire prendre conscience à la personne qu'elle est en train de transmettre des informations sensibles, ce qui n'est pas effectivement interdit par principe. On a beaucoup d'exceptions qui sont mises en place aujourd'hui, mais en tout cas, on doit avoir cette nécessité de mettre en place cette case à cocher. Donc, on peut se retrouver avec plusieurs cases à cocher, case à cocher pour du B2C, et puis une autre case pour effectivement les données sensibles, pourquoi pas. Après, l'utilisation de données sensibles dans des formulaires pour des fins de prospection, c'est relativement rare. On va rarement demander le groupe sanguin ou la dernière maladie de la personne lorsqu'on souhaite lui vendre effectivement une plateforme de conformité ou quoi que ce soit d'autre. Mais néanmoins, en fonction de votre secteur, ça peut être intéressant de le savoir. La phase 4 ? La phase 4, qui est lire la fin aujourd'hui sur notre webinar, qui est une fois qu'on a capté ce contact, effectivement, ce nouveau prospect potentiel, il va falloir le faire mûrir, puisqu'on va pouvoir le capter à différents niveaux de maturité. Et donc, globalement, il est plus ou moins prêt de devenir un client. Et donc, on va travailler, en fait, maintenir ce lien avec lui en lui envoyant des communications régulières qui peuvent être liées à des comportements, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que la personne est revenue sur le site internet, elle a ouvert plusieurs fois nos emails, des données comportementales vont finalement nous permettre d'adapter la communication, de scorer aussi potentiellement une population de contacts pour imaginer qu'on a un potentiel qui est différent en fonction globalement de ce qu'il a fait ou pas fait sur le site internet, et concentrer nos efforts marketing et nos investissements finalement en termes de temps aussi vers les bonnes cibles. Et ça va aussi dans le sens du RGPD, mais c'est aussi avoir une communication responsable, dans le sens où on ne va pas considérer notre population de contact de la même manière. Si elle n'a jamais ouvert nos emails, si elle n'a jamais cliqué, si elle n'est pas revenue sur notre site, on ne va pas envoyer le même type de communication à la même récurrence avec un contact qui est potentiellement un peu plus chaud. L'avantage, c'est que ça ne nuira pas à votre image auprès du prospect que vous allez
entre guillemets harceler, ou en tout cas vous allez communiquer de manière davantage, alors qu'en fait il n'est pas plus intéressé pour le moment, mais peut-être que dans 6 mois ou dans 1 an, il aura un besoin et il repensera à vous. Alors c'est de l'hypothétique dans ce cas-là, mais voilà, au moins votre image ne sera pas dégradée et vous bénéficierez au moins de ça si dans le futur, il doit être amené à vous recontacter plutôt que de l'avoir finalement considéré au même niveau qu'un contact un petit peu plus chaud qui finalement va recevoir peut-être un peu plus de mails et lui, ça ne va pas l'intéresser. Donc ce point-là, il est extrêmement important, c'est d'adapter demain les communications à votre contact et donc créer en fait des scénarios de contenu, de nurturing, donc de mise en maturité de vos contacts pour les faire transiter tranquillement, mais pas trop, vers la phase de décision et vers la phase où il va pouvoir devenir un potentiel client. Et le travail, on va dire, souvent du marketing, s'arrête au moment où il est pris en charge par l'équipe commerciale. Donc le travail du l'inbound marketing, c'est de faire mûrir ce prospect jusqu'au moment où le commercial peut rentrer en jeu, on va dire, et le contact est prêt à recevoir un contact un peu plus engagé. Souvent, évidemment, on va passer plutôt sur une phase téléphone, alors que dans les phases précédentes, on est plutôt par l'email, de la communication, pourquoi pas SMS, réseaux sociaux, etc. Donc voilà, le but pour nous, d'un point de vue marketing du moins, ça va être de l'amener jusqu'à ce niveau de maturité-là. Et là, on vous a mis un petit exemple, alors qui est un scénario un peu type, mais qui globalement va en fait adapter les contenus qu'on va transmettre et envoyer à nos contacts en fonction du comportement. Est-ce qu'il a ouvert l'email? Est-ce qu'il n'a pas ouvert l'email? On peut ajouter d'autres types de comportements. Est-ce qu'il a visité le site? Est-ce qu'il a visité des pages spécifiques? Est-ce qu'il a retéléchargé un contenu particulier? Voilà, tout ça va nous permettre en fait d'adapter la communication auprès de lui, pour lui fournir le maximum de valeur avec tout le panel de contenu qu'on aura recensé dans notre fameux mapping de contenu. Et justement, sur cette phase de nurturing-là, alors là, on revient sur la notion de B2B, B2C, donc je l'ai déjà abordé, je ne reviendrai pas là-dessus, mais il y a vraiment 2 écoles, et là où ce côté B2B, où on déduit le consentement de la personne, et puis le B2C, où on doit aller le chercher davantage. Ces notions-là, peu importe le B2B et le B2C, on est vraiment sur une durée de conservation en général donc de 3 ans à partir du dernier contact de la personne. Le dernier contact, de quoi on parle derrière? Par exemple, on ne considère pas aujourd'hui que l'ouverture d'un mail est à considérer comme un dernier contact. Par contre, une interaction avec le mail, c'est-à-dire cliquer sur un lien hypertexte à l'intérieur de ce mail-là, on peut considérer ça comme un dernier contact. Et puis après, de manière générale, c'est assez large. Une inscription à un webinar, le téléchargement d'un livre blanc, une question par mail, un appel téléphonique, peu importe. Après, en fonction de vos canaux et de vos contenus, la notion de dernier contact est assez large. Et dès lors qu'on a ce dernier contact, en tout cas ce contact qui se fait, eh bien, la durée de conservation de ce prospect ou de ce client en fonction repart pour 3 ans et de manière infinie si jamais vous avez une bonne relation et justement de nombreux contacts avec cette personne-là. Juste un petit point par rapport à ça, encore faut-il du coup le prouver, ce point de contact. C'est vrai. Et donc c'est là où vont rentrer en jeu effectivement des outils CRM, des outils d'automation dans lesquels vous allez avoir l'activité finalement du contact qui va être horodatée, recensée, donc tous les emails cliqués, les pages visitées, les appels, etc. consignés, qui pourraient être finalement présents dans la fiche du contact et donc prouver finalement l'activité inférieur à 3 ans. Exactement. Et justement, en termes de preuve du consentement, en tout cas de la préférence qui a été qualifiée, ça nous semblait important d'avoir cette notion de préférence center ou de centre de préférence. Aujourd'hui, le principe, alors le consentement, donc on a vu, n'est pas le principe de base, on peut avoir des exceptions, mais même en dehors de cet impératif réglementaire qu'est le consentement, aujourd'hui, récupérer un accord de la personne, c'est, je pense, l'un des éléments les plus fidélisants et en tout cas le plus précieux, puisque d'un côté, on a une démarche positive de la part du prospect ou de la personne en question, et de notre côté, nous, on sait à peu près à quoi elle a consenti. Un exemple très simple. Aujourd'hui, vous avez des centres de préférence. Donc, nous, effectivement, je vais vous montrer celui qu'on met en place sur Boutique, mais qui va permettre véritablement d'affiner votre stratégie marketing et non seulement de savoir sur quel périmètre la personne souhaite être contactée, et sur quel canal, et à quelle fréquence.
Et à partir de ça, eh ben, on peut avoir, lorsqu'on a un petit peu de data et on en récupère ces consentements-là, eh ben, on peut avoir une stratégie commerciale qui ne peut être que efficace, puisqu'effectivement, on contacte les personnes, on sollicite les personnes en fonction de leurs critères à eux, et on sait qu'on aura beaucoup plus d'impact. Aujourd'hui, alors là, je vous présente la plateforme, alors que certains d'entre vous maintenant connaissent bien, mais on a effectivement la possibilité, via un centre de préférence, qui est général à partir de notre plateforme boutique, de pouvoir non seulement en intégrer un directement sur un site internet, ou alors, pourquoi pas, de générer un lien URL directement à la suite d'un mail ou quoi que ce soit d'autre. Et ce centre de préférence-là, alors qui est totalement personnalisable pour le coup, aussi bien les couleurs que l'interface, va permettre effectivement de pouvoir récupérer des informations. Alors ici, tous les champs sont personnalisables. Ici, vous avez un mail, un nom, prénom, un numéro de portable, peu importe. Et ici, vous voyez que j'ai 4 types de communication. Je vois que j'ai les bons plans du vendredi, par email, par SMS. J'ai des newsletters plutôt le lundi. J'ai des promos flash ou des offres partenaires, peu importe. Et donc, en décomposant ce consentement au plus fin, vraiment à un niveau de granularité assez fin, eh bien, on se retrouve avec des bases de données, en tout cas des outils CRM qui sont assez bien entretenus, avec de la data de qualité, pour le coup, et c'est ce qu'on recherche aujourd'hui. Je pense que Stéphane sait faire aujourd'hui encore mieux avec, pour le coup, moins. En tout cas, on est vraiment sur cette notion d'amélioration et de qualification de la donnée. Et aujourd'hui, là, par exemple, vous voyez différents utilisateurs. Alors aujourd'hui, j'ai en ce moment, par exemple, 6 abonnés là, sur mon centre de préférence. Et donc, dans mon CRM, aujourd'hui, je vois que j'ai des consentements qui ont été donnés sur différents aspects. Alors, j'ai 50% sur les bons plans, j'ai 16% sur les promos flash, etc., etc. Et j'ai la possibilité, pour chaque utilisateur, en tout cas pour chaque prospect, eh bien, d'aller vérifier quand est-ce que la personne a donné son consentement, pour quelle finalité, etc., etc. Et je peux effectivement le modifier ou pas si effectivement la personne souhaite faire une demande, souhaite être désabonnée ou être abonnée à autre chose et qu'elle me fait une demande par mail, par exemple, je peux moi le modifier directement à travers l'interface ici. Si elle vient modifier pour le coup via le centre de préférence ici, eh bien ça ira directement, l'information sera directement mise à jour dans le centre ici. Et surtout, ce centre de préférence-là se connecte à la plupart des CRM. Aujourd'hui, on a travaillé sur des API qui se connectent à justement faire un canal entre les informations qui sont collectées via le centre de préférence Wittic pour que ce soit directement remonté dans un CRM et permettre enfin justement d'avoir de la data de qualité et de pouvoir améliorer son impact marketing parce qu'on sait quand est-ce que les personnes veulent être sollicitées. Et ça, aujourd'hui, je trouve que c'est l'élément le plus important puisqu'on est tous aujourd'hui aussi des consommateurs à différents niveaux, en tout cas, à défaut d'être des consommateurs, des personnes qui sont sollicitées. Et il n'y a rien de plus aujourd'hui de plus épuisant que d'être sollicité par beaucoup de mails, par téléphone, par SMS, etc. Donc avec ce genre de technologie-là, on peut aujourd'hui affiner ça et améliorer son impact web. On pourra évidemment vous faire des démonstrations un peu plus en détail, mais c'est le but d'un tel centre aujourd'hui qui peut être généré à travers la plateforme. Tac. Est-ce que tu avais des choses à ajouter, Stéphane? Rien de plus, effectivement, si ce n'est que ce genre la plateforme Wittic va nous permettre en fait effectivement demain d'adapter les communications de manière générale et de maîtriser aussi d'une certaine manière les pressions marketing qu'on va pouvoir exercer sur chacun de nos contacts pour pareil, concentrer nos efforts finalement sur les bonnes cibles et demain rapporter des contacts de plus en plus qualifiés, un niveau de qualification en tout cas de plus en plus grand pour les équipes commerciales qui de toute façon finiront toujours le travail d'une certaine manière, mais le but c'est aussi de leur simplifier le travail. Et là, c'est le rôle du marketing. Et finalement, le RGPD, comme le disait, je crois, Benjamin au tout début, c'est vraiment une opportunité de changer un peu de paradigme finalement aujourd'hui dans la façon dont on a fait du marketing peut-être ces 10 dernières années, où c'était peut-être un peu plus simple pour nous marketeurs. Mais maintenant, il faut effectivement revoir un peu la façon peut-être de travailler et de personnaliser finalement la communication en connaissant mieux nos contacts. Et puis on avait aussi, si on parle il y a plusieurs années, on avait aussi ce développement d'Internet et des capacités surtout de traitement qui étaient assez folles. Et aujourd'hui, à l'époque, en tout cas, on était plus sur un paradigme qui est de collecter un maximum et on verra ce qu'on en fera après. Et ça a été appliqué avec l'émergence d'Internet et extrêmement renforcé à partir des années 2010 avec l'essor des réseaux sociaux, des régies publicitaires et de toute la publicité et du marketing sur Internet.
Et donc, c'est le début. Et aujourd'hui, il y a peut-être un retour à la raison, en tout cas, quelque chose de plus responsable aussi. Puis même si on veut simplement même reconnecter, alors, sans faire du hors-sujet, mais un minimum la réalité, brasser une grande quantité de données, alors pour en faire des choses, ou pas d'ailleurs, mais en augmentant énormément le volume et sans définir des besoins derrière, c'est des capacités de stockage aujourd'hui qui sont utilisées pour rien, d'hébergement, donc des coûts, mais aussi d'un point de vue environnemental, hein, reste un sujet aussi qui est peu souvent abordé, mais qui reste un sujet important. Donc faire mieux avec moins, aujourd'hui, je pense que c'est évidemment le paradigme dans lequel il faut s'enclencher, en tout cas s'enfoncer un maximum. Je vois qu'il y a quelques questions. Euh, Première question de Claire. Comment faites-vous pour savoir dans le formulaire que la personne est un professionnel ou un particulier si le contenu peut intéresser les deux profils? Alors, il y a deux façons de faire, hein. La première, c'est de le demander. Êtes-vous un Êtes-vous particulier ou un professionnel? Après, sinon, c'est aussi de mieux segmenter le contenu avec une approche d'un côté très professionnel, en tout cas avec peut-être un wording, vraiment une approche qui sera plutôt, on va dire, professionnelle en tant que telle. Alors là, j'ai peut-être pas l'exemple clair. Si vous avez un exemple précis en tête, je le veux bien peut-être pour illustrer. Mais sinon, en tout cas, l'approche, c'est soit effectivement le demander. Alors ça rajoute un champ. Mais ça peut être un moyen en tout cas de rapidement avoir l'information. Sinon, c'est plutôt d'adapter le contenu pour qu'il soit soit plutôt particulier, soit plutôt professionnel. Disposez-vous de quelques sites à citer en exemple pour illustrer comment le legal design permet de présenter la collecte du cookie consent avec un jargon moins juridique, tout en respectant les mentions demandées par la CNIL? Alors déjà, je vous conseille, ça tombe bien, d'aller sur le site de Withic, où on s'est prêté à l'exercice pour le coup. Alors on est dans une logique B2B, nous, donc le discours, je pense, est un peu moins impactant lorsqu'on s'adresse à des professionnels, quoique ça dépend de la sensibilité, évidemment. Mais pour donner d'autres exemples, alors encore une fois, j'ai pas de lien particulier, mais moi, ça m'avait marqué à l'époque. Vous verrez sur le site de Back Market, qui a toujours eu aussi un discours un petit peu décalé pour le coup, mais puis, après une politique de communication aussi efficace, hein, c'est pas le sujet. Vous verrez notamment sur les politiques de confidentialité, et alors, je sais plus si c'est toujours le cas, mais à un moment, leur bandeau cookie, c'était peut-être pas blague sur blague, mais en tout cas, il y avait cette notion de dédramatiser la chose. Et on avait vu aussi, alors moins dans une logique d'humour, mais plus dans une logique de transparence très simple, quelque chose il n'y avait aucun mot, aucun jargon, et c'est déjà beaucoup, sur le site de Decathlon. Là, encore une fois, ça fait longtemps que je n'y ai pas fait un tour, et ça évolue beaucoup, évidemment, en fonction de plein de paramètres. Mais ces deux sociétés-là, moi, ça m'avait marqué énormément. Et puis après, vous le verrez, en général, c'est plutôt sur des entreprises plutôt jeunes, puisqu'effectivement, on a des politiques, ou en tout cas des impératifs de se démarquer. Et comment on se démarque aujourd'hui? C'est en adoptant un discours qui est différenciant. Et du coup, ils ont pris le devant sur le côté juridique. Mais en tout cas, vous pourrez aller voir. Et puis, si vous en trouvez d'autres, moi, ça m'intéresse aussi parce que je vous le dis, aujourd'hui, on manque d'illustrations puisque les acteurs encore n'osent pas trop le faire. Mais il y a un réel sujet aujourd'hui vraiment autour de ce legal design-là et de décomplexifier, de dédramatiser le jargon et l'information RGPD. On peut être compliant et en informant de manière totalement transparente l'individu, tout en aussi en recollant alors une image d'une société ou un discours, en tout cas en transformant cela en discours d'adhésion pour le coup. Je ne sais pas si tu en avais vu d'autres, toi, Stéphane, mais... Là, comme ça, Back Market, je l'avais en tête. Ouais. Après, oui, non, Ils ont quand même rédigé leur politique de confidentialité en comics sans MS. Et ils font une blague là-dessus, ils disent, ouais, c'est un peu notre rêve d'avoir rédigé ça en comics sans MS, mais qui est une police assez spéciale de Word, mais c'est pas forcément, voilà, le but n'est pas créer un one-man show dans un jargon juridique, dans un discours, dans des politiques juridiques, mais en tout cas, voilà, d'essayer de dédramatiser, de rendre l'information beaucoup plus accessible, qui, je le rappelle, est un impératif de la CNIL, pour le coup, qui demande aux opérateurs, enfin aux entreprises, aux organismes, de s'exprimer et d'informer les personnes dans un langage clair, accessible et compréhensible. Donc là-dessus, aujourd'hui, moi j'ai une formation juridique, mais je suis le premier à dire que le discours juridique est loin d'être compréhensible, et je pense que les personnes ici sur cette table pourront aussi l'attester pour le coup. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Comment assurer une conformité RGPD en utilisant des outils américains, HubSpot par exemple, qui par définition sont soumis au Cloud Act? Absolument. Alors, il y a des sociétés, en fait, se posent la question de l'hébergement en fait, des données. Et de nombreux CRM aujourd'hui, qu'ils soient français, allemands ou pas, peu importe,
sont par contre en général en relation avec des data centers américains, en tout cas de sociétés américaines. Parfois, ces data centers sont effectivement situés sur l'Union européenne, donc on pourrait se dire effectivement, c'est un prestataire américain, mais les données sont en Europe, donc tout va bien. Néanmoins, comme vous le spécifiez, effectivement, Jérémy, avec le fameux Cloud Act, alors sans rentrer dans le détail, mais qui est un acte, pas un décret, mais un texte réglementaire américain qui donne le droit effectivement aux services de renseignement américains d'aller chercher des informations qui sont sur des data centers qui appartiennent aux sociétés américaines, mais néanmoins localisés en Europe. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, même si on est en relation avec AWS qui vous vend des data centers en Europe, en Union européenne, eh bien, il y a quand même une ingérence, en tout cas un accès par les autorités américaines sur ces données qui sont pourtant situées en Union européenne. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Le plus important aujourd'hui, il est très difficile. On a des prestataires aujourd'hui qui sont situés en France, petits ou gros d'ailleurs, et je cite OVH, mais il y en a beaucoup d'autres aujourd'hui, et même européens. On a Nextcloud aussi, qui est, si je ne m'abuse, allemand, je crois. En tout cas, on a des prestataires qui essaient de sortir du lot aujourd'hui avec des capacités d'hébergement et d'infrastructures qui sont intéressantes. Évidemment, notamment en fonction de votre maturité et de votre société, il sera peut-être beaucoup moins coûteux et beaucoup plus simple d'utiliser les services des géants et des GAFAM. Alors, ça peut être du Google Cloud, du Microsoft Azure, de l'AWS pour Amazon, etc. Le plus important, c'est d'aller vérifier vos clauses et d'essayer, en tout cas, de se prendre 5 minutes, alors d'être accompagné ou pas, mais même à défaut d'être accompagné, de vérifier qu'est-ce qui est prévu dans le contrat. Et surtout, qu'est-ce que met en place votre prestataire, AWS, Google, etc., pour justement empêcher, ou en tout cas, à défaut d'empêcher, vous informer lorsque les services de renseignement, en tout cas l'État américain, souhaitent accéder aux informations. L'accès, en tout cas, aux informations de données de citoyens européens dans le cadre de procédures judiciaires, c'est très encadré, c'est ce qu'on appelle une procédure e-discovery, et c'est très encadré, c'est notamment prévu par des contrats, en tout cas avec vos prestataires. Il faut voir un petit peu ce qui est prévu là-dedans. Et l'idéal, et ça c'est dans l'idéal, c'est de faire en sorte que l'information ne soit accessible que lorsque vous, client final, vous le décidez. C'est-à-dire, c'est pas parce que Amazon va être saisi par l'État américain pour aller chercher telle information dans telle parce que Amazon doit le faire. D'un point de vue de RGPD, la décision finale doit appartenir au client, à la société en question. Donc la manière la plus simple d'empêcher Amazon de donner accès à tout va, entre guillemets, c'est de s'assurer que les données sont chiffrées. Alors c'est un coût, ce qui est un premier sujet. Et deuxième sujet, de s'assurer que la clé de déchiffrement, donc ce qui va permettre de rendre l'information lisible, qu'elle soit uniquement dans vos mains et pas entre les mains d'Amazon. Parce que si vous donnez, entre guillemets, les clés du déchiffrement, j'allais dire les clés du camion, mais les clés de déchiffrement à Amazon, Amazon l'utilisera et donnera accès à n'importe quel moment au service de renseignement américain. Donc, c'est un sujet, c'est un coût aussi pour le coup. Mais à minima, pour ce que je peux recommander à minimum, c'est de vérifier le contrat et de bien documenter le contrat et de vérifier effectivement si on a bel et bien des clauses RGPD qui sont en place. On a toutes les clauses de sous-traitance qui doivent être en place déjà dans un premier temps. Et puis après, de challenger un petit peu votre contact commercial, hein, alors votre partenaire ou votre contact commercial si vous correspondez directement avec eux. Pour justement voir qu'est-ce qui est prévu de ce point de vue-là. On est effectivement dans une phase de bascule. Les transferts de données avec les États-Unis, c'est un vaste sujet depuis la chute du Privacy Shield. On l'a vu dans l'actualité, en plus, on a un nouvel accord, pré-accord, qui a été signé il n'y a pas très longtemps par Joe Biden. C'est un sujet, on peut en parler pendant des heures. En tout cas, première recommandation, vérifiez votre contrat et challengez un petit peu votre prestataire. Les clauses de sous-traitance doivent être en place et vous challengez sur le chiffrement des données pour que ce soit accessible que pour vous. C'est un premier élément. Et après, encore une fois, si vous avez des difficultés, on sera ravi de vous accompagner, évidemment. Et juste pour compléter, il y a effectivement beaucoup d'acteurs maintenant qui se remettent un peu en question et sont obligés en fait de se mettre à la page. Donc, HubSpot a notamment une partie de ces data centers maintenant qui sont en Europe, qui sont sur l'Union européenne, pour avoir justement cette problématique d'hébergement à minima des données. Après, effectivement, il y a tout le problème d'accessibilité externe. Mais ça, c'est effectivement un autre sujet. Mais en tout cas, ils se mettent tous quand même globalement à la page. Le minimum, en tout cas, c'est lorsque vous avez un prestataire en face, qu'il soit américain ou pas, négocier le rapatriement des données en Europe, enfin dans l'Union européenne. Ça, c'est le minimum. Ça règle pas tout, mais déjà, ça vous protège un minimum et ça prouve aussi votre sensibilité sur la question de la localisation des données
et des transferts de données de vos utilisateurs et potentiellement de vos clients et de vos prospects. Est-ce que je vois d'autres questions? Raison de plus pour développer des outils européens? Absolument, et ça émerge de plus en plus, et il y a des collectifs aujourd'hui qui se font, hein, mais on est encore au début, c'est sûr. Et puis quand on voit l'hégémonie, et même de base, hein, comment dire, la position confortable, hein, que ces prestataires-là et que les GAFAM ont aujourd'hui, c'est normal qu'ils soient ultra utilisés, et puis qui ont, il faut le dire aussi, hein, une qualité de service qui est au rendez-vous, c'est aussi pour ça qu'ils sont utilisés. Mais d'après, je suis d'accord, hein, c'est un choix aussi politique, éthique pour le coup. Mais il faut rester, je pense, positif, hein. La prise de conscience est en train de se faire, et c'est avec ce genre de prise de parole aussi qu'on permet de faire évoluer les consciences, donc ça continue. Voilà. Je pense qu'on est bon. Merci beaucoup à toi, Stéphane. Merci à vous. Un plaisir de pouvoir échanger sur ces sujets-là. Je pense qu'on pourra refaire un sujet à part entière sur les cookies tiers, hein. Il y aura toujours l'occasion, enfin sur la fin des cookies tiers, il y aura toujours l'occasion. Et puis avec grand plaisir en tout cas pour vous accueillir à nouveau. C'était très agréable. Merci. Merci à tous, bonne journée à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.